Bonjour Yannick, Bonjour. je suis heureuse de pouvoir avoir l'occasion d'échanger avec vous. J'ai été très marquée par la lecture des Hors des décombres du monde, dont une partie du sous-titre donne l'intention qui est une éthique du futur par rapport à la question écologique et en lien avec la science-fiction. Et récemment, la lecture de Cyberpunk is not dead. Ces lectures m'ont marquée, m'ont impressionnée. C'est gentil. Parce que dans mes réflexions sur l'éthique et l'écologie, et en tant qu'auteur de science-fiction, vous m'avez nourri de prises de recul qui a des incidences politiques. Et dans le cas de Cyberpunk is not dead, ça m'a permis de réaliser ce qui était nourri chez moi par le cyberpunk et ce qui ne l'était pas. Et aussi la démonstration est magnifiquement faite de vraiment le cyberpunk n'est pas mort puisqu'il innerve notre société actuelle et la société à venir. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, il est présent. Enfin, il suffit de gratter un petit peu la surface de notre société pour le voir réapparaître d'une certaine manière. Et pour rebondir aussi sur le point précédent, c'était effectivement l'ambition du livre précédent. C'était pas simplement rester dans l'abstraction philosophique et dans la réflexion philosophique, mais vraiment embrayer, ou donner des prises pour qu'on puisse agir et faire en sorte que l'imaginaire donne des pistes d'inspiration pour en faire quelque chose. Donc oui, merci, c'était tout à fait l'esprit. Et on s'est mis d'accord tous les deux sur un premier thème qui est en quoi les imaginaires dystopiques rendent possible un changement collectif. Et comme tous ces mots ont tous évidemment leur importance, je pense que ça peut être intéressant que d'abord on puisse définir rapidement, vous et moi, ce qu'est l'imaginaire, qu'est-ce qu'un imaginaire dystopique et ce qu'on entend tous les deux par changement collectif. L'imaginaire, c'est ce que les esprits sont capables de produire par leur imagination. Donc ce sont les idées nouvelles, les inspirations nouvelles, les rêves même à certains égards, les représentations qui sont produites par les esprits. Donc c'est tout un ensemble de références qui sont produites évidemment par des personnes et qui vont circuler jusqu'à s'agréger pour former des gros ensembles d'imagination collective. Pour prendre une illustration en science-fiction, il y a quelques auteurs par exemple qui parlent de macrotexte ou mégatexte, pour donner d'une autre manière le résultat de ce que produisent toutes ces productions intellectuelles. Parce qu'effectivement, le propre des auteurs de SF, c'est de chercher les idées nouvelles, de chercher les décalages, de stimuler justement en déplaçant nos imaginations à travers l'espace et le temps. Et l'imaginaire, c'est le résultat de tout ça, quoi. C'est les idées, les représentations, les récits, les décors même à certains égards, les personnages, ce qu'un grand théoricien comme Darko Savin appelle les novum, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas dans notre monde réel, mais que les auteurs créent. Alors typiquement, ça peut être la téléportation, une technologie qui n'existe pas encore. Par contre, il y a tout un tas de technologies qui ont en quelque sorte pris leur naissance dans la science-fiction et qui sont devenues quasiment notre lot quotidien. Si on prend les grands classiques comme Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, la question du clonage n'aurait probablement pas été pensée de la même manière sans l'imaginaire qu'a enclenché Le meilleur des mondes, quoi. Ces formes de sélection génétique par catégorie d'aptitude et de capacité, c'est une force de l'auteur de produire par son imagination ce qui est pour lui juste une hypothèse et qui peut devenir par la suite quelque chose, alors peut-être pas complètement réel, mais qui va imprégner nos réalités. Et pour le coup, le clonage risque en tout cas ce que permet l'ingénierie génétique, risque d'imprégner notre réalité. Voilà. On parlait du cyberpunk à l'instant, le métavers qu'essaye de construire Mark Zuckerberg, doit fortement son inspiration, et par le terme lui-même, métavers, comme on le sait maintenant, c'est un mot qui a été emprunté à un roman de science-fiction de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash, et métaverse, en fait, c'est la version cyberspace produite par Stephenson. Donc, il y aurait tout un tas d'exemples qu'on pourrait reprendre. On sait maintenant que Steve Jobs a été, pour son iPad, inspiré par les communicateurs de Star Trek, par exemple. L'imprimante 3D dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle avait déjà des résonances dans l'imaginaire de Star Trek également. Donc il y a toute une série d'objets qui, dans une certaine mesure, sont la résultante de ce qui a été pensé par des auteurs. Voilà.
Après, il y a les objets, mais il y a aussi les sujets autour de la gouvernance, exactement, les voilà. villes. J'allais y venir. Ouais. C'est pas que des objets techniques. L'intérêt des œuvres de science-fiction, c'est de mettre ces objets dans des décors et dans des récits, c'est-à-dire qu'on les voit fonctionner. Et ça nous montre effectivement dans quelle mesure certaines innovations techniques peuvent changer complètement les sociétés. Il y a un autre genre qui est pas très loin du cyberpunk, qui s'appelle le biopunk, qui lui fonctionne beaucoup à partir d'une hypothèse sur la biologie synthétique. Et on voit dans quelle mesure, effectivement, certaines avancées de biologie synthétique peuvent changer considérablement le monde qui est alors. Et c'est la grande force des auteurs. Et pour le coup, la richesse par rapport à la prospective nous donne des scénarios, mais qui sont relativement désincarnés. La SF nous incarne des scénarios, avec des personnages, des situations, des décors, des récits. Voilà. Je parle à une auteure, donc elle sait pertinemment tout ça. Donc voilà, c'est pas un catalogue d'idées plus ou moins farfelues, c'est des idées qui sont mises en situation, et à partir desquelles on peut voir fonctionner des personnages. Et tous les deux, on s'intéresse aux imaginaires dystopiques. Et qu'est-ce qu'un imaginaire dystopique ? Alors pour le dire à très gros traits, c'est une forme de société qui aurait en quelque sorte déraillé, c'est-à-dire dont les paramètres se seraient considérablement aggravés. Alors j'hésite à rentrer dans un débat sur la différence entre dystopie, contre-utopie, anti-utopie. Voilà. Moi, j'ai tendance à mettre tout ça un peu dans le même sac et à les traiter de manière quasi synonyme. Voilà. Certains auteurs considèrent que la contre-utopie, c'est l'utopie qui aurait pour le coup déraillé. C'est typiquement Orwell avec 1984. C'est au départ une ambition utopique, et puis malheureusement, pour des raisons diverses et variées, le chemin déraille et produit un résultat qui est quasiment à l'opposé des souhaits. Parce que parfois, les intentions de départ peuvent être bonnes, et comme on le sait, et malheureusement l'histoire l'a montré abondamment, voilà, des idées généreuses peuvent se retourner en des abominations collectives. Voilà, on a tous quelques exemples en tête. Donc ça, c'est plutôt la contre-utopie, l'anti-utopie. La dystopie, pas forcément. La dystopie, c'est pas forcément une utopie qui aurait déraillé. Voilà, c'est une société qui aurait suivi une certaine trajectoire, et puis cette trajectoire, malheureusement, aurait mal tourné. Et pour le coup, le cyberpunk est une dystopie. Enfin, moi, je l'ai classé là-dedans, dans le sens où le progrès technique s'est considérablement poursuivi. Par contre, le progrès social est resté, enfin, j'allais dire en retard. Enfin, voilà, c'est même une régression d'un point de vue social. Donc, on peut avoir des formes de discordance de ce type avec un progrès technique. Voilà, c'est le côté high-tech. Et puis low life, comme dirait Bruce Sterling, où pour le coup les conditions sociales se sont misérabilisées, voilà, la violence est endémique, c'est la lutte pour la survie quasiment dans la vie quotidienne, et c'est des conditions de vie qui sont donc très très difficiles pour les populations, a fortiori parce que les environnements sont devenus très dégradés, voilà, tout est artificiel, voilà, il y a quasiment plus de nature, les seuls animaux qu'on voit sont des animaux empaillés, qui sont encore présents, parfois comme souvenirs, mais juste comme souvenirs, quoi. On sait que peut-être ça existe, mais on n'est même pas sûr que ça existe encore. Voilà, il y a eu des chevaux sur Terre, mais on n'est pas sûr qu'il y ait quelque chose qui ressemble encore à un cheval. J'ai relu récemment Le Mouton électrique de Philippe K. Dick. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est une société dans laquelle la nature est devenue complètement artificielle, et les seuls animaux de compagnie qui sont encore accessibles sont des animaux électriques dans la version de Dick. Ou alors il y a quelques animaux vivants, mais qui sont très très chers, et c'est devenu un bien de luxe, voilà, qui est disponible sur catalogue à des prix qui sont tellement prohibitifs qu'on peut même pas se les payer. Voilà. Et dans le Cyberpunk is not dead, vous faites aussi allusion à la question de l'espoir dans ces sociétés-là, et où se niche l'espoir dans des expériences à un niveau très local, qui évidemment ne supplante pas tout l'environnement. Et dans l'imaginaire dystopique, il y a aussi les possibilités de contre-feu au niveau local, mais c'est foutu au niveau global, centralisé, où d'ailleurs la plupart du temps les gouvernements et les États sont quasiment fantomatiques. Et cette ligne de désespoir, pas du désespoir, mais de l'espoir, ça m'intéresserait aussi que vous puissiez en donner quelques indications. Ouais, il y a pour moi deux intérêts dans le genre dystopique. La première, c'est ce qu'on peut appeler la fonction d'alerte, de mise en garde. C'est en quelque sorte nous dire, bah oui, si nous ne sommes pas vigilants, si nous laissons se continuer certaines trajectoires,
ces trajectoires peuvent produire certains résultats qui risquent d'être pour le moins embêtants, voire très problématiques pour nous humains. Donc ça, c'est un intérêt, hein. Là, on le disait avec le cyberpunk, c'est montrer dans quelle mesure certaines trajectoires écologiques peuvent se retourner et avoir des effets, pour le coup, pervers, quoi. Enfin, c'est le cyberspace qui devient une espèce de drogue et dans lequel s'enferme une partie de la population. C'est la cyborgisation, la transformation en cyborg qui fait de nous plus tellement des humains, quoi, des quasi-machines aliénées. Donc il y a cet aspect-là de mise en garde. Mais un des gros intérêts aussi, c'est de repérer ce qu'il reste alors pour le dire avec un terme un peu philosophique, comme puissance d'agir. Voilà, vous le disiez, hein, c'est dans les interstices parfois qu'il reste quelque chose. C'est qu'est-ce qui reste comme énergie, qu'est-ce qui reste comme puissance d'agir, qu'est-ce qui reste comme capacité, à partir desquelles reconstruire quelque chose. Et un des intérêts du cyberpunk, c'est que leur vision de la technologie, elle n'est pas monolithique. C'est pas la technologie qui écrase, de manière surplombante tout le monde. C'est aussi la technologie qui peut être récupérée, bricolée, retravaillée. Et il y a une phrase qui revient assez fréquemment dans les écrits de William Gibson, c'est la rue trouve son propre usage aux choses. Et c'est une manière de dire, bah oui, la technologie est toujours quelque chose qui est récupérable. Ça se bidouille, ça se récupère, ça se détourne. Le cyberpunk, c'est aussi un art du détournement. C'est dans le 3e tome de la série qui suit Neuromancien, il y a un personnage qui vit dans une espèce de zone, et son passe-temps, en quelque sorte, c'est de récupérer des pièces pour reconstruire des robots. Enfin, voilà, il en fait toutes sortes de robots. Sauf qu'à un moment du récit, on va s'apercevoir que ces robots peuvent être récupérés à des fins défensives. C'est-à-dire qu'ils s'en étaient pas souciés jusqu'à présent, et ils ne les avaient pas conçus comme ça. Mais les robots vont lui servir à se défendre contre une attaque d'une milice privée financée par une multinationale qui essaie de récupérer une autre protagoniste de l'histoire. Mais c'est un bel exemple pour montrer que, par le do-it-yourself, on peut récupérer des choses, et avec un peu de bidouille, de volonté novatrice, ça peut donner des choses tout à fait récupérables. Non, en bien ou en mal. Voilà. Quand Gibson dit la rue trouve son propre usage aux choses, ça peut être pour en faire des choses bien ou des choses pas très bien. Enfin voilà, ça peut être le détournement de certaines drogues, par exemple, pas forcément pour les usages récréatifs, mais pour d'autres usages un peu moins sympathiques. Mais en tout cas, c'est une manière de dire, bah oui, dans toute société, il y a des marges de liberté, des marges de manœuvre qui restent, et la question, c'est comment est-ce qu'on s'en ressaisit. Et ces formes d'expérience de pensée montrent, qu'est-ce qui reste possible comme capacité d'action. Alors c'est pas toujours optimiste, hein. Les marges de manœuvre, elles sont parfois très très minces, et on se rend bien compte qu'il va falloir beaucoup d'efforts pour les renverser, mais voilà, il y a toujours cette petite incitation à réfléchir sur ce qu'on peut faire dans les interstices. Et vous parliez d'alerte, et je suis toujours sur la question des imaginaires dystopiques, mais en préparant notre rencontre, je me suis dit, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question, c'est quoi la différence entre l'effet de lecture du rapport du GIEC, les 40 pages pour décideurs sortis cet été, que j'ai lu, et l'effet de la lecture d'un imaginaire dystopique par rapport justement à la question de l'alerte. Ou d'autres questions, mais il y a un effet très particulier quand on lit le rapport du GIEC qui n'a pas de même nature que l'effet. Je veux dire que je cherche à inciter nos auditeurs à lire de la science-fiction de plus en plus, et évidemment aussi des lectures comme le rapport du GIEC. Ça, c'est pas pour les opposer, mais pour bien se saisir de la différence de nature des effets sur un lecteur. Et après, on parlera de ce que ça veut dire par rapport au changement collectif. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté désincarné de la prospective. Donc malheureusement, hein, si les auteurs des différents rapports du GIEC essayent de donner une vision un peu concrète des effets des hausses de température, voilà, ils n'ont pas ce côté, on peut toucher presque du doigt les effets. Et c'est pour le coup l'avantage des auteurs, enfin je dis des auteurs, mais ça peut être aussi des œuvres filmiques ou des jeux vidéo, hein, c'est de nous donner des expériences sensibles de ce que risquerait de produire effectivement une hausse de 2, 3, 4 degrés, quoi. Un rapport du GIEC, c'est la science presque brute, quoi. Enfin, et ça a son côté, en plus, bon voilà, il y a toutes les précautions scientifiques,
Les scientifiques aiment s'entourer de multiples précautions avant d'avancer des arguments, donc c'est tout à leur honneur. Mais pour le coup, il n'y a pas le côté, voilà, je vous plonge dedans et je vous montre voilà, clairement ce qui va vous arriver si vous n'écoutez pas les mises en garde qui ont été faites. Et ça, c'est un des gros avantages des auteurs de SF et des films et des jeux vidéo ou des bandes dessinées, parce qu'il y a des très bonnes bandes dessinées aussi, des très beaux comics. Voilà. Et malheureusement, je le dis à la fois en positif et en négatif, je pense que les œuvres de fiction ont plus d'effet que les rapports scientifiques, puisque on le sait, hein, les rapports s'accumulent et sont tous de plus en plus alarmistes, et on voit bien que ça ne change pas grand-chose. Enfin, voilà, il y a une très belle... parce que il y a le bon film Don't Look Up qui vient de sortir sur Netflix, que tout le monde connaît, voilà. Et suite au film, Valérie Masson-Delmotte a été interrogée, la grande climatologue, et elle racontait de manière très déprimante comment son travail était considéré par les décideurs, quoi. C'est à peine 5 minutes d'écoute et encore de manière, allez, on va dire polie et pas forcément très attentive. Voilà. Et en termes d'imprégnation des esprits, voilà, souvent l'imaginaire a plus d'effet que des rapports un peu secs du type du cycle. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, en même temps que je lisais le GIEC, j'étais en train de terminer de Stanley Robinson, celui sur New York, 2140, je pense pour le titre, où il prend en compte en fait les prévisions possibles et pires sur les inondations, montée des eaux, et les eaux sont à 15 mètres au début du roman, et c'est quoi une ville comme New York, comment on y vit, quelle est la gouvernance, quelle est la place, c'est très astucieux d'ailleurs sur la question de la liquidité de l'eau, mais la liquidité boursière, ce que ça donne sur la bourse, c'est remarquable d'intelligence, et c'est vrai que c'est une plongée qui permet du coup de se poser toutes les questions, comment je me nourris, où j'habite, des questions d'habitabilité que vous traitez beaucoup plus dans votre autre essai Hors de décompte du monde, il y a beaucoup la question de l'habitabilité de la Terre. Et cette question de l'habitabilité de la Terre, une partie des solutions sont liées aussi à des changements collectifs. Et donc, par rapport à la question initiale, qui est en quoi les imaginaires dystopiques rendent possible un changement collectif, sur cette partie de changement collectif, pour vous, en quoi les imaginaires peuvent avoir une influence sur le collectif ? C'est ce qu'on disait à nouveau sur les questions de mise en garde, hein. C'est inciter à réagir et puis à trouver de nouvelles prises pour changer le monde qui est le nôtre. Et pour le coup, c'est ce qu'on disait sur le rôle des mises en scène, c'est montrer que oui, tiens, là, il peut y avoir quelques interstices qui laissent des marges d'action qu'on peut ressaisir. Donc alors il y a un côté ambigu, hein, c'est à la fois sombre et pessimiste, mais il y a un côté où peut-être qu'au bout du tunnel, il y a une lueur d'espoir qu'on pourrait discerner et puis trouver quelques éléments sur lesquels réagir. Donc tout n'est peut-être pas perdu, et puis voilà, trouvons malgré tout dans l'inventivité ce sur quoi on peut éventuellement rebondir et pour changer la situation. Sachant que c'est évidemment compliqué, quoi. Enfin, les changements collectifs, on ne fait pas bouger une société comme ça d'un claquement de doigts, mais au moins dans les esprits peut se diffuser l'idée qu'il y a des choses à faire, voilà, que nous ne sommes pas condamnés au défaitisme, on n'est pas condamnés à des trajectoires particulières, et on peut éventuellement bouger ces trajectoires. Voilà, c'est l'intérêt de la fiction, hein, c'est de dire, voilà, il n'y a pas une seule trajectoire, il n'y a pas une seule alternative, il y a une variété de possibilités. Moi, c'est ce que j'ai appelé des prototopies, pour justement faire un petit peu la distinction avec dystopie. Voilà, il y a une variété de prototopies. Voilà, on peut construire une multiplicité de scénarios, et il n'y a pas de raison qu'on soit enfermé dans telle trajectoire technologique ou économique ou sociale. Ah, c'est peut-être moi qui ai mal interprété le mot prototypie, et je pensais que c'était des vues où il y avait du mieux, mais du mieux qui n'était pas automatiquement on consomme plus, ou du mieux. Le mieux, ça peut être dans les relations, la solidarité, la gouvernance, etc. Voilà, c'est pas que la technique, c'est le changement des modèles de production, de consommation,
de relations entre les personnes, de gouvernance, parce qu'on parlait de gouvernance, d'organisation politique, d'organisation sociale. Oui, voilà, il y a tout ça. Et la troisième partie de Ordre des Combles du Monde essayait justement de faire varier les paramètres techniques, économiques, moraux, sociaux, etc., pour discerner une variété de modèles prototypiques qui seraient éventuellement disponibles. Alors, pas clé en main, évidemment, mais en tout cas des sources d'inspiration sur lesquelles on pourrait rebondir. Oui, et justement la lecture de ce chapitre-là, j'avais découvert, parce que j'ai pas votre culture aussi éclectique en science-fiction, et je savais pas qu'il y avait des mouvements en fait dédiés par exemple au solarpunk, oui, avec l'hypothèse justement du solaire. Qu'est-ce que ça donne? Il y a, enfin après c'est une métaphore du monde, mais sur le vent aussi, il y a la présence du vent qui peut exister dans certains livres, ou des personnages inventés comme les furtifs, comme un nouvel être qu'on ne connaîtrait pas nous les humains, mais qui est une métaphore géniale à la fois du minéral, de tout l'organisme, et je trouvais ça magnifique de ce livre de Damasio. Métaphoriquement et symboliquement, oui. Ouais. Pour la question aussi, après c'est peut-être plus une question symbolique, mais si on prend par exemple Hunger Games, avec le geste de ralliement, des mouvements de manifestants en Asie qui utilisent le geste de Hunger Games, et on voit aussi des passages de la science-fiction directement au niveau politique. Oui, tout à fait. Il y a alors c'est moins mon travail. Moi, je travaille moins sur les questions de réception et d'appropriation. Mais oui, il y a des travaux qui montrent que cet imaginaire circule. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'a pas vocation à rester à la fois dans l'esprit des auteurs et de ceux qui les lisent ou qui les voient. Ça a vocation à circuler. Il y a toute une série de mouvements qui se sont appropriés. Donc ça peut être la Servante écarlate de Margaret Atwood, dont les représentations féminines sont appropriées. Ça peut être les navis de Avatar qui servent de déguisement pour des résistants palestiniens, par exemple, ou pour les luttes anti-extractivistes. Ça peut être ce que vous disiez sur Hunger Games. Voilà, tout est appropriable. Et c'est à nouveau une des forces de l'imaginaire. C'est que les personnes peuvent s'en ressaisir pour en faire autre chose, et en faire des bases de mobilisation et des sources de mobilisation. Voilà. Et même Harry Potter a pu servir à ça, ou Star Trek à certains égards, ou l'Alliance Rebelle dans Star Wars, voilà, qui peut servir de source d'inspiration aussi. Donc les imaginaires n'ont pas vocation à rester enfermés. Voilà, c'est pas seulement de l'évasion, c'est pas seulement de la distraction, c'est quelque chose qui peut servir aussi d'inspiration. Voilà. Et a fortiori, je pense, parce que notre époque a besoin d'échappement, de nouveautés, on sent bien qu'il y a un épuisement du modèle qui est le nôtre et qu'il faut trouver autre chose. Et alors moi c'est ce que j'ai fait avec mon travail, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai besoin d'autre chose et je vais aller chercher là où cette autre chose est disponible. Et comme malheureusement c'est pas disponible dans la prospective et les travaux politiques, voilà, où est l'espace qui reste? C'est l'espace de la fiction, quoi. Où est-ce qu'on se permet encore de poser des hypothèses hardies? C'est dans la fiction. Je pense que c'est une belle conclusion pour cette première partie de notre trilogie. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver, si vous le souhaitez, sur le prochain podcast qui a pour titre « En quoi la médiation de l'imaginaire est une ressource pour les collectifs ».